Mon café est prêt, supplément de chill, c'est maintenant. Midi Cougnou, on est dimanche, on reste en pige encore un peu, on se détend, et on se laisse emporter par le flot des lectures et visionnages de la semaine, et je commence tout de suite avec Cicatrice de Brandon Arias, un auteur chilien, et je précise bien que ce n'est pas un manga japonais. C'est important de le souligner. La série est sortie en français chez Vega Dupuis, et cette semaine j'ai lu le 3e et dernier tome, paru le 3 décembre 2025. C'est un manga qu'on peut décrire comme sérieux, même s'il y a des respirations et qu'il sait être léger de temps en temps, ça traite quand même d'un sujet clairement pas drôle, le harcèlement. On est sur un drame avec une histoire plutôt sombre, marquée par une violence psychologique très présente. Donc petite précision importante, si vous êtes sensible ou fragile, mieux vaut le savoir avant de se lancer. Dans ce dernier tome, les protagonistes ont grandi, on change de décor et ça apporte une vraie surprise dans la manière dont le récit évolue. Le regard porté sur les personnages est plus mature et on sent que l'auteur cherche à conclure son propos sans passer par 4 chemins. Le récit reste volontairement difficile, dur, sans jamais romantiser la violence et ça privilégie une approche directe, plutôt inconfortable, qui cherche davantage à faire ressentir qu'à divertir. L'ensemble, ça conserve une identité très marquée, aussi bien dans son propos que dans son traitement graphique. Personnellement, je dois avouer que ce côté dessin un peu léger, pas très marqué, imprécis, ça me laisse un petit peu sur ma faim, mais ça s'inscrit peut-être dans une démarche qui vise à s'éloigner des codes classiques du manga japonais. Bon, en tout cas, ça reste une jolie histoire. Après, j'ai continué avec Yojimbo, de Sylvain Repos, au scénario et au dessin, toujours publié en VF chez Dargo. J'ai lu cette semaine les tomes 2 et 3, sortis respectivement le 4 février 2022 et le 30 juin 2023, et je vais très clairement enchaîner avec le tome 4 dans les prochains jours parce que je suis fan. L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique, et on suit Hiro, un jeune garçon traqué par des factions armées. Pour survivre, il est aidé par des Yojimbo, des robots samouraïs, et ils sont devenus ses principaux protecteurs. Alors je sais toujours pas aujourd'hui si on dit Yojimbo ou Yojimbot, donc je continuais à dire Yojimbo jusqu'à la fin. Dans ces 2 tomes, le petit héros, il est malmené, c'est un peu le piquant qu'on cherche quand on lit ce genre de bouquin, il veut comprendre ce qui est arrivé à sa famille, et il commence à remettre en question les croyances dans lesquelles lui-même a grandi. La menace incarnée par Topu et ses drones devient plus pressante, et de nouveaux types de robots font leur apparition, et ils sont, en plus d'être stylés, redoutables. Toujours aussi beaux, aussi lisibles, aussi pop, je suis conquis, Je trouve que l'univers gagne en épaisseur sans devenir lourd, et le récit avance à un bon rythme entre action, tension et révélation progressive. C'est très efficace, très agréable à lire, et ça donne vraiment envie de continuer, ce que je vais faire. J'ai aussi pu lire Dracula, scénarisé par James Tynion de Force, et on dit bien Tynion, pas Tynion, ça se prononce à l'irlandaise. Voilà, l'irlandais, donc ça se prononce comme ça, c'est pas moi qui décide. Avec des dessins et couleurs de Martin Simons, publié en français chez Urban Comics et sorti le 18 octobre 2024. Il s'agit donc d'une relecture moderne, vous vous en doutez, du mythe de Dracula, qui s'éloigne du côté romantique pour revenir à quelque chose de beaucoup plus sombre et oppressant. On y retrouve évidemment Dracula, figure centrale et prédatrice, ainsi que des personnages comme Renfield ou Jonathan Harker, pris dans l'emprise de cette présence ancienne et inquiétante, pour pas dire maléfique. Renfield qui est bien creepy dans ce bouquin. On n'est pas dans l'horreur spectaculaire, même si certaines planches mettent vraiment mal à l'aise. C'est d'ailleurs l'aspect le plus réussi de ce bouquin, et de cette énième réécriture du monsieur à longues dents. Ici, le récit insiste beaucoup sur la peur psychologique, l'emprise mentale et la perte de contrôle. Il y a quelque chose d'insidieux, comme dans le roman de Bram Stoker, finalement. Visuellement, le travail de Martin Simons est très marquant. Les compositions sont denses, les couleurs elles sont lourdes, les textures un peu crado et presque étouffantes. Ce qui me marque, c'est les moments où il utilise des effets abstraits, des traits mal définis, mais des yeux et des bouches très nets. C'est gênant, un peu glaçant, et dans le contexte, ça marche. Côté scénario, j'ai trouvé l'ensemble solide, c'est pas le problème, l'histoire on la connaît, c'est intéressant même, mais personnellement ça m'a pas autant marqué que ce que je l'espérais, ça saute quelques passages, ça va un peu vite, à mon goût,
Ça reste une lecture de qualité, mais qui m'a davantage séduit par son atmosphère que par son récit pur. Avant de passer au visionnage, on a une dernière lecture, bien cool, Yomotsuegi, Le fruit des enfers, de Masasumi Kakizaki, sorti en VF le 3 décembre 2025 chez Pika Éditions. Le récit s'inspire directement de la mythologie japonaise, et plus précisément du Yomi, donc c'est le monde des morts, pour faire court, dans le shintoïsme. Et on suit un gars qui s'appelle Kanetsugu Nawa, donc tout le monde l'appelle Nawa, qui sort de prison, et on sent bien que, s'il y était, c'était pour une raison qu'on pourrait trouver légitime. Je dis pas que c'est bien, mais en gros, c'est une histoire de vengeance. Et en sortant, la vengeance, elle continue, et bim! Il s'en prend à 2 assassins, mais l'un d'eux survit, oui, grâce, ou à cause, je sais pas, d'un mystérieux fruit, et pour assouvir sa revanche, il va devoir lui aussi succomber à cet étrange fruit, et en plus, il va être suivi par une jeune fille tout aussi étrange, tout aussi singulière, qui va le suivre dans ses côtés un peu sanglants et morbides, qui se prénomme Ren. La frontière entre le monde des vivants et celui des morts devient de plus en plus floue. Très vite, l'ambiance est lourde et pesante, le récit installe une tension permanente et joue beaucoup sur l'attente, le malaise et la peur de l'inconnu. Visuellement, c'est extrêmement détaillé, parfois même oppressant, avec un dessin très précis, très travaillé, qui renforce ce sentiment de descente progressive vers quelque chose de sombre. On est clairement sur un seinen destiné à un public averti, avec une violence présente, aussi bien psychologiquement que physiquement. L'édition est très belle, assez lourde en main, et participe aussi à cette sensation de densité, presque de gravité que dégage l'œuvre. Ici, tout est fait pour installer une atmosphère, faire ressentir quelque chose, parfois au détriment du confort du lecteur, que nous sommes, et c'est aussi ça qu'on vient chercher avec ce type de livre. On passe au visionnage et on reste dans la vengeance, mais plus subtile, en tout cas plus pernicieuse. Sean Combs, L'heure des contes, et oui, j'ai regardé ça. C'est donc un documentaire disponible sur Netflix réalisé par Alex Stapleton, réalisatrice spécialisée justement dans les documentaires musicaux et culturels. Et c'est produit par 50 Cent, le rappeur très connu, Yo Yo Yo. Et il est, on le sait, l'ennemi de Sean Combs dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il a fait ce documentaire qui lui a pris quelques années. Et ils sont pas copinous les deux. Oh non, ils sont pas copinous. Le documentaire revient sur la carrière de P. Diddy, mais surtout sur certaines zones d'ombre qui l'entourent, ses méthodes, les conséquences qu'elles ont eues sur certaines personnes de son entourage professionnel, ou même de son entourage proche. On voit aussi ses vices. Il y a pas mal de témoignages d'anciens collaborateurs, et je suis pas psy, mais il aime avoir une emprise malsaine sur ses proches, si on en croit le documentaire. Bon, on n'est pas loin quand même du pervers narcissique poussé à l'extrême. On n'y apprend pas forcément énormément de choses inédites, surtout si on s'est déjà intéressé au sujet, mais entendre ces récits et voir les séquelles laissées sur certaines personnes, je dois avouer que ça reste forcément marquant. La partie consacrée aux affaires liées à Tupac et Biggie, c'est particulièrement intéressant parce qu'elle replace ces événements dans un contexte un peu plus vaste où l'ego trip est au centre de tout et on voit bien que P. Diddy, il veut avoir la plus grosse caquette et ça à tout prix. Je pense rien vous apprendre, mais un documentaire qui sort plus de 20 ans après certains faits, ça donne presque l'impression d'une œuvre pensée sur le long terme, une forme de règlement de compte à retardement, et clairement ça illustre assez bien l'idée que la vengeance est un plat qui se mange froid. Merci 50 Cent. On va revenir sur quelque chose de plus supplément geek. J'ai continué et fini la première saison de Lord of Mysteries, disponible sur Crunchyroll, série produite par le studio BC May et adaptée d'un light novel chinois écrit... Alors attention, je vais certainement écorcher un nom, et je m'en excuse. Donc c'est écrit par Aikian-shui Deiyuzei. Je sais pas comment on prononce ça. Aikian-shui Deiyuzei. Merci. Donc c'est écrit par une personne qui a un nom très compliqué. L'histoire de Klein Moretti, plus facile à prononcer, un jeune homme de notre monde qui se retrouve projeté dans un univers alternatif à l'esthétique steampunk, où il prend la place d'un étudiant en histoire. Dans ce monde, il existe des individus appelés des transcendants, des personnes capables d'accéder à des pouvoirs surnaturels, à travers des rituels, des objets et des potions. Dans cette deuxième partie de saison, le récit prend clairement de l'ampleur, les enjeux deviennent plus vénères, les conséquences plus lourdes, et certains événements touchent directement les personnages auxquels on s'est attaché. On passe par pas mal d'émotions, et sans entrer dans le détail, il y a des moments qui peuvent réellement surprendre. Visuellement, la série reste magnifique, décor très travaillé, ambiance victorienne, influence ésotérique et steampunk très marquée. C'est beau bordel. L'action est plus présente que dans les premiers épisodes, même si il y en avait déjà de l'action, là on passe au niveau supérieur. Idem sur le côté brutal et parfois sanglant, je pense vraiment aux 2-3 derniers épisodes qui prennent absolument aucune pincette. Je précise que je n'ai pas regardé les formats annexes, Old News,
Nanana et Chibi Theater, qui sont ce qu'on peut parfois trouver à la fin des génériques de certains mangas, des petits formats de 2-3 minutes. Voilà, sur Crunchy, là c'est un peu à part, ils ont fait ça, on peut les regarder ou pas. Et tant mieux, parce que ces choses-là, souvent, moi je les saute, j'ai pas envie de les regarder, ça me saoule un peu. Donc là, j'ai pas perdu de temps avec ça. À ce stade, c'est une œuvre dense, déjà, exigeante, qui demande de l'attention, mais qui gagne clairement en intensité au fil des épisodes. C'est très stylé, c'est fait avec beaucoup de zèle, et l'histoire est prenante, parfait, bien qu'exigeant toujours autant d'attention. Et on va terminer par Gachakuta, diffusé aussi sur Crunchyroll. J'en avais pas trop parlé la semaine dernière, même pas du tout. L'animé est produit par Bones Film et adapté du manga de Kei Urana. La série suit Rudo, un petit gars rejeté, qui ne sait pas vraiment maîtriser ses émotions, surtout sa colère, et qui se retrouve propulsé dans un immense dépotoir situé sous une cité flottante, et là-bas c'est peuplé de créatures monstrueuses et d'individus marginalisés. Contrairement à la cité qu'il connaissait lui, où les monstres étaient plutôt les gens qu'il côtoyait. L'environnement est hostile, et il apprend à survivre en utilisant des objets transformés en armes, et en affrontant des ennemis de plus en plus puissants. Mais aussi, et c'est important, en trouvant enfin des camarades. Donc cette semaine, j'ai regardé le dernier épisode, l'épisode 24, qui marque la fin de la première saison, diffusée le 21 décembre 2025. On sent clairement que la série arrive à un point de tension maximal. L'action, elle est omniprésente, les enjeux sont élevés, et plusieurs affrontements importants viennent clôturer l'arc en cours. Visuellement, l'animé a une identité très forte, avec une animation énergique, parfois très stylisée, et une vraie influence street dans les décors et le design. Il y a beaucoup de rythme, de bagarres et une montée en puissance qui donne envie de voir la suite, évidemment. Et puis ils sont attachants, tous ces personnages, et ça joue énormément sur le côté j'ai envie de continuer l'aventure. Une saison 2 a été annoncée, si j'ai bien compris, elle devrait être en développement déjà, ce qui n'est pas vraiment surprenant au vu de la réception de la série et de la manière dont cette première saison se termine. Du coup, qu'est-ce que c'est donc mon coup de cœur cette semaine ? Eh ben c'est Yomotsuegi, le fruit des enfers. J'aime beaucoup Lovecraft, j'aime les ambiances sombres et pesantes, et j'aime quand une œuvre prend le temps d'installer un malaise plutôt que de chercher l'effet facile. Ici, tout fonctionne pour moi, le concept, l'univers, le dessin, extrêmement détaillé et étouffant, ce dessin, et cette sensation permanente de descendre vers quelque chose de profondément inquiétant. J'avais déjà beaucoup aimé Hideout du même auteur, qui était bien plus frontal et horrifique. Là, c'est plus fantastique avec des aspects qui s'apparentent à l'horreur. C'est peut-être plus psychologique aussi. La tension s'installe plus lentement, mais elle s'installe bien. L'édition est très belle, même si assez lourde en main comme j'ai déjà pu le noter. La couve en relief est vraiment très forte visuellement, moi c'est même pour ça que ça m'a sauté aux yeux, je n'avais pas entendu parler. J'ai vu la couve, je me suis dit, tiens c'est quoi ça ? Et j'ai bien fait, finalement, de le prendre. C'est clairement un seinen exigeant, destiné à un public averti, mais c'est exactement le type de lecture sombre et maîtrisée que j'adore. Un vrai coup de cœur. Et cette semaine, j'ai aussi 2 mentions spéciales. Et oui, ex aequo, il y en a 2 parce que c'est mon podcast et je fais ce que je veux, toc. Donc il y a Lord of Mysteries, la fin de saison est vraiment très réussie, visuellement c'est toujours magnifique, mais surtout le récit prend une ampleur émotionnelle que j'attendais pas forcément. On passe par pas mal d'émotions, il y a des moments plus durs, plus touchants, et sans rentrer dans les détails, j'ai été sincèrement affecté par certains événements. J'ai même failli lâcher une larme, mais bon, je suis un bonhomme, t'as vu ? J'ai pas pleuré. Non mais oh. Si, j'ai pleuré, mais juste une petite larme, ça reste entre nous. Et l'autre mention, c'est Gachakuta. Impossible de ne pas le mentionner, c'est très stylé, très énergique, une animation originale, une vraie identité. Derrière moi, il y a un chat qui est en train de boire avec son petit collier qui touche son bol. C'est trop mignon. On sent des influences, ça m'a fait penser à Fire Force pour le côté action et combat de boss. Et ça m'a aussi fait penser à Samurai Champloo pour l'aspect street, graphe, un peu hip-hop dans l'esthétique. Parfois même à Amer Béton. C'est une série que je recommande clairement, et la fin de saison donne très envie de voir ce que la suite nous réserve. J'ai pas lu le manga, mais ça peut vite arriver dans ma pile à lire. Voilà mes petits Geekooniou, grosse semaine, ce sera parfois plus soft, j'espère même que ce sera plus soft de temps en temps, parce que faire des épisodes comme ça me prend du temps. Dites-moi ce que vous avez lu et vu, vos recos à vous, quoi. On se capte sur Insta à supplément.geek. Et on se dit à mercredi avec un beau mâle qui fait du surf sur des cagettes. Oui, c'est abstrait comme présentation, mais vous comprendrez en écoutant. Bon dimanche et bon chill, mes petits Geekooniou. Hasta la vista, baby.